Bonjour à tous, aujourd'hui on va construire from scratch un pipeline CatBoost. Donc ceci s'inscrit dans le cours dispensé sur CatBoost, c'est l'épisode 3. Dans le premier épisode on a vu comment est-ce que CatBoost gérait nativement l'encodage de variables catégorielles. Dans le second épisode on a vu CatBoost versus le reste du machine learning, où on l'a comparé avec Random Forest mais surtout XGBoost et l'IGBM. Donc voilà, maintenant la suite logique c'est de construire un pipeline. À la base, si vous avez suivi les vidéos précédentes, la structure devait être la suivante. L'épisode 3 devait être lié en réalité aux erreurs fréquentes dans lesquelles, enfin aux pièges fréquents dans lesquels ne pas tomber, les erreurs auxquelles il faut faire particulièrement attention. Mais bon, sachant que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode 1 et 2, je trouvais que ça faisait un peu doublon, donc j'ai préféré directement passer au pipeline. Donc, dans la description de cette vidéo, vous aurez comme d'habitude le notebook, mais surtout le write-up Kaggle entier, où vous avez le dataset qu'on utilise, le notebook de l'épisode 1, de l'épisode 2, et enfin tous les notebooks qui vont suivre. Bon, voilà. Bon, on a nos données qui sont ici. On va commencer par les imports. Donc on va faire import numpy as np, import pandas as pd. Donc ça c'est la norme. Et ensuite vous allez devoir pip install, à moins que vous travailliez sur Kaggle comme moi, vous allez devoir pip install catboost, évidemment. Et à partir de catboost, vous allez importer les fonctions suivantes, pool et catboost avec deux C majuscules et un B majuscule, classifier. Classifier, puisqu'on va faire de la classification, si on avait voulu faire de la régression, on aurait importé régressor au lieu de classifier. Donc, ensuite, après, on va importer depuis sklearn deux choses. Un, à partir de sklearn model selection, on va importer train test split pour split nos données. Hop. Train test split. Et on va importer aussi à partir de sklearn, pareil, mais cette fois-ci matrix et pas model selection. Matrix. On va importer le score ROC AUC. Donc ROC-AUC-score. Voilà, ça c'est les imports dont on aura besoin. Donc on va les faire tourner, on vérifie que ça tourne. Voilà, ça tourne, parfait. Donc l'idée maintenant c'est qu'on va définir le file path, puisque on travaille sur Kaggle, on va juste devoir faire un petit copier ici. Voilà, on copie le file path, on ouvre les guillemets et on run. Maintenant, on va définir nos x et notre y. Et on va aussi déclarer les variables catégorielles pour que CatBoost puisse les prendre en considération. Donc, alors, pour rappel, dans notre dataset, voilà, c'est pas écrit sous forme directement de boolean, notre y, puisque ça va être income, donc on va devoir le transformer. Donc bon, on va commencer par les x. Donc nos x, donc la norme en fait c'est d'écrire x majuscule pour toutes les features et y minuscule pour l'output. Alors me demandez pas pourquoi, en réalité c'est comme ça, c'est juste la norme. Donc on va faire, puisque là on a un data frame, enfin un CSV, on va utiliser pandas, donc pd read-csv, et là on va tout simplement mettre le file path pour qu'il puisse read le CSV. Et on va faire .drop. On veut drop en fait notre y. Donc notre y, la colonne s'appelle comment? S'appelle income. Donc on va drop la colonne du nom de income. Donc drop columns. Et là on met égal, on ouvre les guillemets et on va mettre income. Donc là normalement si on fait print x, vous allez voir, on va avoir toutes les colonnes sauf income. Voilà, on a 14 colonnes. Dans le dataset, on en a 15. Vous voyez, celle qui n'est plus là, c'est income. On va aussi drop. En fait, quand on fait un pipeline, il faut faire très attention à est-ce que toutes les variables sont essentielles ou non. Donc là, quand on regarde, âge, ça peut définir le revenu. Work class, évidemment. Ça, FNWGT. J'ai fait mes recherches avant parce que honnêtement, je ne savais pas à quoi est-ce que ça correspondait. Ça correspond en fait à une variable, un biais un peu, pour savoir à quel point, pour essayer d'avoir un échantillon représentatif de toute la population. Donc, l'idée, c'est que quand on a des classes qui sont assez rares, ça va pas avoir un très grand nombre, surtout si on a, admettons, sur 100 individus, on a seulement 5 personnes hispaniques, et que dans notre dataset, on en a 10, alors le score va être très bas. Mais si on a 10 personnes américaines, par exemple, d'origine de 100 américains, on va dire,
dans notre dataset alors qu'il y a 50% d'Américains, alors le score va être très très haut. L'idée c'est voilà, d'ajuster pour avoir le score entier. Donc on va aussi drop FNL weight. Donc on va mettre une petite virgule ici et on drop FNL WGT. Donc normalement, voilà, une colonne de moins, c'est nickel. Donc là, on a nos x en fait qui sont définis. Est-ce qu'on a d'autres variables à enlever? Bon, bah non, education, forcément, ça doit compter. Marital status, ça peut aider. Relationship, race, sex, tout ça. Voilà, bon, pour l'instant, voilà, rien d'autre à enlever. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir définir notre y. Donc, notre y, en fait, on peut directement faire la même chose, faire un copier-coller. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire drop, en fait, on va juste directement mettre income à côté, ce qui va nous permettre d'avoir, pour le coup, juste la colonne income dans notre y. Donc si on fait print y, voilà, on n'a que la colonne income. Mais comme vous le voyez, la colonne income n'est pas sous forme de boolean. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer y, on va faire y égale à np.where. Donc ça, c'est un petit peu comme une condition if sur Excel, si vous voulez. np.where, donc là, on va mettre la condition y est égal à plus petit que 50K, entre guillemets bien sûr. Alors, le score, c'est 0, sinon c'est 1. Et donc là, vous allez voir, voilà, là on a du coup maintenant une liste en fait directement de nombres, donc un NP array, si je dis pas de bêtises, qui va être du coup 0, 1, 1, 0, etc. en fonction des revenus de la personne. Donc là, c'est nickel. On a en fait nos données qui sont tout simplement prêtes à l'emploi, entre guillemets. Maintenant, on va devoir définir les variables catégorielles à l'intérieur de nos x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une variable marquée cat col pour columns ou whatever en réalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, on va parcourir toutes les colonnes de i. Donc avec i, en fait, ça va être le placement de la colonne dans les x, mais du coup, ça va jamais changer puisque le x, là, c'est bon, il est défini. Donc i for i col in enumerate x.columns. Donc là, on énumère toutes les colonnes de x. Et là, on met la condition, du coup. La condition, c'est que x colonne, donc que chaque colonne, point dtype, ce soit égal. Hop, je vais fermer ça, on aura plus de place. Voilà. Qu'en fait, là, ce soit égal, du coup, à object. Donc la classe, ce soit une classe object. Voilà. Hop, object. Ouais, nickel. Bon. Maintenant, si on print les colonnes catégorielles, on a les colonnes 1, 2, 4, 5. Donc si on regarde, sachant qu'on en a supprimé certaines, voilà, 1, ça... Voilà, oui, non, là c'est la colonne 0, donc forcément non. On a work class. Ensuite, la 2, on a 2 et 4. Là, on a supprimé celle-là, du coup la 2 c'est education, ça correspond. Ensuite 4, marital status, vous voyez, ça correspond parfaitement. Donc voilà, là on a préparé entre guillemets nos données pour le format, alors pas encore pour le format CatBoost, mais voilà, on a fait la première chose importante, la première chose essentielle. Maintenant, ce qu'on va devoir faire en fait, ça va être du coup de séparer nos données, et on va les séparer d'une façon qui est la suivante. On va séparer nos données en un jeu de train, un jeu de validation et un jeu de test. L'idée, quelle est-elle? L'idée, c'est que notre modèle, il va apprendre sur le jeu train, comme le nom l'indique, et il va être validé sur les données de validation. Et ensuite, il va être testé sur les données de test. Vous voyez, c'est magique. Et l'idée, c'est quoi? C'est que du coup, les données de test sont complètement exogènes au modèle. Elles n'ont jamais été vues. Si on entraîne un modèle, on peut l'entraîner que sur les données de train si vous voulez, mais ça va donner des moins bons résultats puisqu'il y a plus de probabilité que ça overfit en réalité. Donc voilà, on va lui donner ce qu'il souhaite et ce qu'il préfère. Et ce qu'il préfère, c'est ça. Donc on va utiliser, et c'est pour ça qu'on a importé à partir de Model Selection Train Test Split, puisque en fait on va importer, on va utiliser cette fonction. Donc, d'abord, en fait, vous devez inscrire les variables dans lesquelles vous allez stocker les informations du split. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on split, on peut split que dans deux catégories. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, on va faire x train full. Vous allez voir pourquoi est-ce que je fais ça après. X test, y train full et y test. Voilà.
L'idée, c'est que du coup, en fait, là, on va définir la proportion dans laquelle on va couper. Et on peut aussi définir ce qu'on appelle le stratify. Donc, il y a beaucoup de notions, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça va tout clarifier. Donc, en premier, on définit les variables qu'on veut découper. Donc nous, enfin, oui, voilà, les variables qu'on veut découper. Donc nous, on va découper x et y. Bon, maintenant, on va définir la taille du découpage. Donc on va faire test size égale à 0,2 par exemple. Donc là, on va découper, on veut juste que 20% dans les données de test qui sont exogènes. Bon, voilà. Maintenant, on peut définir un random state. On va dire, on n'a même pas besoin de le définir le random state en réalité. Là, c'est juste un exemple en fait de pipeline. Hein. C'est pas, on va pas optimiser le modèle, tout ça, on va juste le créer. Donc, le random state, l'idée, c'est que ça sert à avoir toujours les mêmes tirages à chaque fois. Comme ça, on peut comparer les modèles. Bon, voilà. On va stratify par contre. Stratify égale y. L'idée de stratify, ça va être que on va avoir la même proportion. Si on a, là dans notre dataset, on a, hop, voilà, on va dire on a un quart seulement de variable égale à 1, de y égale à 1. Donc on va avoir un quart de y égale à la fois dans le premier jeu de données et dans le deuxième jeu de données. En gros, ça va, voilà, tout simplement stratify de manière proportionnelle pour avoir des échantillons représentatifs. Donc là, on peut faire ça puisqu'on n'a pas des séries temporelles. Si on avait eu des séries temporelles, on n'aurait pas pu faire ça, puisque en fait là, on aurait été très clairement, on aurait fait du leakage, puisque les données futures seraient retrouvées avec des données passées. Du coup, le modèle aurait appris sur à la fois des tendances passées et futures, c'est pas bon. Mais là, l'idée, c'est qu'on a des données qui sont complètement indépendantes, puisqu'il n'y a pas d'ordre dans les données, on peut les modifier comme on veut, c'est pareil. Donc, là, logiquement, ça devrait fonctionner. On regarde s'il n'y a pas d'erreur, mais normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà, parfait. L'idée, c'est qu'en fait, on peut juste split en deux sets par split. Donc là, du coup, on va resplit encore une fois. Mais cette fois-ci, vous allez voir, donc là, on ne touche plus à notre test. Nos données de test sont bonnes, c'est nickel. On va juste toucher en fait à nos données de train. Et on va séparer nos données de train full en train et validation. Donc l'idée, c'est que là, on va plus séparer les données x et y, mais x train full et y train full. Voilà. Et on va toujours stratify, mais plus vis-à-vis de y, mais vis-à-vis de y train full. Donc l'idée, c'est que là, cette fois-ci, voilà, on a x train et x validation. Bon, on va faire x juste x valide, ce sera plus simple. Hop. Et voilà. Donc là, on a, pour simplifier, on a 20% de tests et on a 80 fois 80% de train, donc 8 fois 8, 64. On a 64% de nos données qui vont être utilisées pour le train et 20% de 80%, donc 16%, qui sont utilisés pour la validation. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pool. Donc le pool, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va envoyer dans CatBoost comme données. C'est une manière en fait de formater les données et de lui dire ok, ça c'est les x, ça c'est les y et ça c'est les variables catégorielles. Bon, voilà. Et après, il se débrouille. Donc c'est ça l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable train pool qui est égale à pool. Alors faites attention, il y a un P majuscule à la fonction. Donc là, je pense à vous le dire parce que vu que j'ai pas d'IDE, je dois me rappeler toute tête, mais normalement avec un IDE, de toute façon, ça vous l'aurait, ça aurait affiché avec le majuscule, donc il n'y a pas de souci. Du coup, nos données nos features de train, c'est les x train, et les résultats, c'est les y train. Et les variables catégorielles, je crois que c'est 4 features, le nom de l'argument. 4 features égale à 4 calls. Voilà, qu'on a défini juste avant. Et on va faire pareil en fait avec les données de validation. Hop. Donc là on fait valide pool. Et on n'a pas besoin de faire ça pour les données de test, puisque en fait on va entraîner le modèle avec ces deux pools là. Et les données de test, on ne va pas créer de pool, puisque justement on ne va pas fit le modèle, mais on va juste predict. Donc voilà, ça fait sens évidemment. Enfin, j'espère que ça fait sens. Sinon, c'est que j'explique mal parce que c'est très logique. Voilà, hop, valide. L'avantage, bien évidemment, là, c'est que 4 calls, en fait, c'est la même chose pour les valides et les trains, puisqu'on utilise exactement les mêmes features. Bon, voilà, je pense que c'est logique.
Bon, à présent, on va pouvoir du coup définir le modèle. Donc là, on va faire modèle égal. On va copier, hop là, CatBoost Classifier. Et on va mettre à l'intérieur tous les arguments du modèle. Donc, on va commencer par iteration. Je vais vous montrer une petite technique. Iterations égale à 5000. Pourquoi 5000? Ça paraît énorme. L'idée ici, c'est de mettre un nombre d'itérations qui est très très haut et de mettre ce qu'on appelle un early stop, en fait. En gros, l'idée c'est que une fois que le modèle ne s'améliore pas après X répétitions, X itérations, alors on va le stopper en se disant bon bah il fera pas mieux, c'est bon, on arrête là. Donc c'est pour ça que je mets un nombre d'itérations assez haut. Donc pour faire ceci, pour définir en fait le détecteur d'overfitting, on va appeler OD pour overfitting detector, OD, OD type. Donc là, le type, c'est en fait, on va définir l'overfitting depuis l'itération, donc on va appeler iter. Et ensuite, OD, OD, laissez-moi réfléchir, parce que vu que j'ai pas d'IDE là, faut que je m'en souvienne de tête. OD wait, voilà, c'est ça, je crois. Au bout de combien d'itérations, en fait, combien d'itérations on attend. Donc là, on va attendre 200. Moi, en général, c'est ce que je mets. 200, c'est suffisant, parce qu'au bout de 50, c'est trop peu. 100, ça commence à être bien, mais de toute façon, ça dépend de vos données. Ensuite, après, limite avec ça, vous pouvez directement partir et ça va gérer tout en interne. Mais l'idée, c'est quand même de définir en fonction de vos données. Soit vous faites ce qu'on appelle un Hyperparameter Optimization via Grid Search ou Optuna aussi, c'est possible. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur Optuna parce que c'est très très intéressant. C'est quelque chose qui permet en fait de définir vos paramètres, les paramètres optimaux de vos modèles. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on tune le modèle. C'est-à-dire qu'on a le modèle de base et on va venir le tuner, donc l'améliorer un petit peu. Voilà. Donc, on va définir nous-mêmes là le learning rate. En fait, je vous donne les arguments. Après, vous les utilisez comme vous voulez. Le learning rate, on va mettre 0.05. C'est un learning rate qui est en général moyen. C'est en général ce qu'on conseille par défaut. Voilà. Ensuite, il y a la profondeur du modèle. Donc la profondeur du modèle, c'est quoi? C'est, attendez, arbre de décision, je vais vous montrer. Je vais mettre en anglais, decision trees. J'espère qu'il va me sortir une image. Bon, alors, ouais, bon, ok. Là, vous voyez, ça, c'est une depth, donc une profondeur qui est égale à 1. Bon, bon, j'ai pas les droits d'image, je pense, mais c'est pas très grave. De toute façon, la vidéo va pas être monétisée, donc c'est pas grave. Voilà, là, c'est une depth qui est égale à 2. Vous voyez, en fait, c'est le nombre comment dirais-je? C'est le nombre d'étapes en fait qu'il y a. Bon, ça, c'est pas du tout un arbre de machine learning, hein, attention. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble un decision tree. En fait, c'est une première condition, ensuite yes, no, une deuxième condition, yes, no. Et d'ailleurs, vu que c'est un symmetric tree, ça fonctionne avec c'est ce qu'on appelle un oblivious trees, les arbres de CatBoost, c'est-à-dire que les conditions sont symétriques. Donc des deux côtés, en fait, vous avez les mêmes conditions. Voilà. Donc là, on va mettre def égale à 6. Allez, soyons fous. Non, en vrai, je mets 6 parce que 6, c'est le paramètre en réalité par défaut. Bon, voilà. Bon, là, c'est déjà pas mal. On pourrait rajouter d'autres arguments comme le class weight. On peut faire soit auto class weight balanced. Donc, je vous montre quand même comment faire. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Auto class weight, weight avec un S, balanced. Hop là. Je vais juste run. Ok, c'est pas ça. Ah oui, il n'y a pas de S alors à weights. Justement, je n'étais pas sûr. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas de H à weights. Waouh, mon niveau d'anglais. C'est fou. Oui, c'est ça. Je me disais weights, ça s'écrit pas comme ça, j'étais en train de bugger. Bon, voilà. Donc, soit vous faites auto class weight balanced, soit vous pouvez faire class weight et mettre directement le ratio, en fait, 1 par exemple pour 3. Là, ça veut dire qu'une affirmation vraie va compter 3 fois plus qu'une affirmation fausse. Donc par vrai faux, j'entends boolean true false, 0, 1. Voilà. Bon, ça on va supprimer. Et puis voilà. Donc là, on va définir notre modèle juste comme ça. On pourrait le tuner encore un petit peu plus, mais bon, là déjà c'est suffisant. Maintenant, on va faire du coup modèle.fit. Et là, on va définir nos pools. Donc, on va utiliser train pool qu'on a défini avant.
Et ensuite, là, on va faire eval set, qui est l'argument en fait de la fonction fit, qui nous permet de définir le set d'évaluation, parce qu'il est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais comme je vous ai dit, c'est mieux. Et là, vous faites valide pool, comment je l'ai... Ouais, voilà, c'est ça, valide pool, je l'ai appelé. Valide pool. Et ensuite, vous pouvez faire... alors, en le disant, en fait, il me semblait que parce que dans certains modèles, en fait, c'est dans le fit, mais là, c'est pas dans le fit. C'est ça, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. En revérifiant, en fait, il faut aussi mettre use best model égale true. Use best model égale à true. C'est pas dans le fit, mais c'est directement dans la définition du modèle. L'idée, en gros, c'est que là, vous mettez ça en fait, une fois que vous voulez définir l'overfitting detector, donc le early stop. En fait, ça va permettre du coup de dire on utilise le best model basé sur l'evaluation set. Et vous ne pouvez pas en fait utiliser cette méthode si vous ne fournissez pas d'evaluation pool evaluation set. Voilà. Donc là, normalement, ça va l'entraîner. Vous voyez. Ah, on n'a pas défini la verbose d'ailleurs, très important. Vous voyez, là, c'est pour ça, on aurait pu définir la verbose. En gros, là, ce que vous voyez, c'est chaque itération qui s'entraîne. Et vous commencez à voir que là, les itérations, à droite, là où je pointe la souris, vous avez en fait le best model. Et vous voyez qu'à un certain moment, par exemple, ici, voilà, 618, ça a été le meilleur modèle pendant beaucoup de temps. Mais pas pendant 200 itérations, donc ça a continué de s'entraîner. Et à partir du moment où en fait vous allez avoir, voilà, là ça a l'air d'être 883, un numéro d'itération qui va revenir 200 fois, et ben le modèle va s'arrêter. Voilà, vous voyez, il s'est arrêté, stop by overfitting detector, au bout de 200 itérations. La best itération était avec un learn de... non, c'est pas le learn du coup, c'est le test. Voilà. Le test en fait était de 0.26, donc ça 0.26 ça correspond à la fonction d'entraînement. Donc la fonction par défaut c'est log loss. Non, ça c'est l'évaluation métrique, voilà. Donc l'évaluation métrique c'est log loss par défaut. Et du coup, on peut changer, on peut mettre par exemple l'évaluation métrique, donc là ici, eval metric égale à AUC par exemple, pour si on veut optimiser le score AUC et non pas log loss par défaut, on peut mettre ça et vous allez voir que là ça va être bien différent parce que au lieu d'avoir un score qui va diminuer, une fonction de minimisation, on va avoir une fonction de maximisation puisque l'idée c'est que le score ROC AUC, on veut qu'il soit le plus haut possible. Donc voilà, et on va aussi diminuer la verbose, parce que là, verbose 1, ça fait un petit peu beaucoup. On va faire verbose 50. L'idée ici, c'est que du coup, toutes les 50 itérations, on va avoir un message. C'est plus lisible, quoi. Voilà. Et là, vous voyez, comme je viens de vous dire, on a en fait le jeu, enfin l'évaluation metric qui change complètement et qui va être maximisé. Donc là, vous voyez, on a un ROC de 0,93 qui est énorme, hein. C'est énorme. À partir de 0,7, le score AUC, bon, on verra ça dans l'épisode 4, mais à partir de 0,7, on considère que le modèle apprend quelque chose et est efficace, sert à prédire, quoi, et suffisant, on va dire. Bon, voilà. Et donc là, vous voyez, le modèle s'améliore, 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 et à un moment, à l'itération numéro 618, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc voilà. Bon, maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi que je vous montre. C'est pas essentiel, mais dans les outputs, normalement, vous allez avoir le résultat de CatBoost. Donc, le résultat de CatBoost, il est là, il est dans CatBoost Info. Et ici, vous avez en fait tous les, comment dirais-je, toutes les données précises du training. Donc, avec le training ici Johnson, le learn, donc ça, vous avez en fait toutes les lignes à chaque itération. Vous voyez, c'est très très lourd. On va pas rentrer dans les détails, sinon ça va prendre trop de temps. Mais en gros, voilà, vous pouvez voir en détail comment est-ce que CatBoost a fonctionné. Donc l'avantage, c'est que voilà, c'est transparent en fait. Et du coup, on sait que plus vous avez d'informations en fait sur vos modèles, plus c'est important. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une importance en fait à savoir comment est-ce que le modèle a été entraîné, etc. Là, vous avez tout, c'est transparent, donc c'est nickel. Bon, à présent, là, Kaggle a, c'est bon, notre modèle enregistré. Il l'a enregistré, c'est bon, il est en mémoire. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser Predict Proba
pour évaluer, en fait, enfin pour, comment dirais-je, pour tester sur des données exogènes notre modèle et voir ce que ça donne. Et honnêtement, je suis complètement honnête avec vous, hein, c'est la première fois que je le fais, donc je sais pas. Bon, forcément, avec un score AUC de 93 sans, je le rappelle, hein, sans problème de variables qui indiquent l'income en avance, je veux dire sans leakage, voilà, dans les données, il n'y a pas de données qui sont directement en rapport avec income, à savoir qui donnent de l'information mais qui ne sont pas des features relevant, quoi, on n'en a pas. Donc bon, là on peut clairement s'attendre à de très bonnes prédictions. Donc maintenant que toutes nos données sont en mémoire, on va pouvoir prédire les données X-test et enfin voir si notre modèle est relevant ou pas. Donc, on va d'abord établir les prédictions et ensuite après on va utiliser l'évaluation metric qu'on a importé juste ici. Donc vous voyez, le code en vrai il n'est pas si long que ça, hein. En réalité là c'est un peu straight to the point et vous voyez c'est suffisant. Ce que je veux dire c'est que juste quand on va directement, quand on n'a pas besoin de pre-processing ou quoi, ou que le pre-processing est très très simple, comme avec CatBoost puisqu'on n'a pas besoin d'encodage manuel, c'est pas très long, c'est parfait. Donc on va faire proba est égal à modèle, donc qu'on a stocké ici en fait. On l'a entraîné, maintenant on va faire .predict proba, .predict-proba. Ce qu'on veut prédire, on veut utiliser en fait les données du coup X test pour prédire, et on veut que la sortie soit une probabilité, donc on va faire ceci. Et du coup là, si on print proba, vous allez voir, on va avoir les probas. Donc maintenant, on va définir la fonction pour évaluer notre modèle. Donc on va appeler ça eval par exemple. Voilà. On va mettre dans notre fonction les vraies données. Donc y real, on va appeler ça en argument, et y pred pour les choses qu'on a prédit. Et là, on va utiliser tout simplement cette fonction-là. À partir de sklearn.metrics, on va utiliser cette fonction. Donc score égale à ROC, ah oui c'est score, et on utilise yReal, virgule ypred, voilà, et là on return le score directement, vous voyez en une ligne, hein, ça se fait, c'est pas une fonction qui casse trois pattes à un canard. Et donc là on va l'appeler eval, on a stocké ça dans proba, donc notre yReal ça va être ytest, oui forcément, je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais c'est logique, ytest, et du coup proba. Et on va tout simplement inclure le résultat du score dans score. Et alors, il y a un problème, oui voilà, ça j'ai oublié le. Non, c'est pas score, c'est score, voilà. Et là, on va print le score, et ça va nous donner le score AUC, voilà. Le score AUC sur nos données de test. Youhou il est de 0,92, presque 93, 0,92,7. Ce qui est très bon, hein, concrètement, ce qui est très bon. Donc là, je vais tout simplement vous montrer autrement, parce que peut-être que ça ne va pas forcément vous parler, le score AUC. Bon, donc voilà, donc pour ce faire, on va du coup créer le data frame avec du coup d'un côté les vrais, donc les scores 0 ou 1, et de l'autre les proba predits. Donc df égale à pd.dataframe. On va ouvrir les guillemets et les petites parenthèses bizarres là, les accolades. On va nommer real et on va mettre du coup ytest. Et on va nommer pred pour, comment j'ai appelé ça, proba. Proba, voilà. Et si on print le df, on va voir les résultats. Print df, enfin, au moins un petit aperçu. Voilà, donc là vous voyez dans les zéros, on a dans les prédictions des zéros, on n'a rien là pour l'instant qui est en dessous de, enfin au-dessus de 0,5. Là pareil. Et le seul 1, vous voyez, on a 0,97. Et en fait, c'est ça l'idée du score AUC, c'est que vous voyez, là on a des prédictions à 0,20, tout ça, même si le réel il est de 0. Mais vu le score AUC qu'on a eu, ça veut dire qu'on a très peu de real 1 où on a une prédiction de 0,20. Vous voyez, là on a des prédictions qui sont très claires, qui sont très en faveur
d'un 1 en fait, qui sont très très proches du 1. Donc c'est ça l'idée. Bon, alors là vous voyez, on a créé ensemble un pipeline qui est quand même rapide à faire, hein. Je sais pas, il doit y avoir moins de 100 lignes honnêtement. On peut voir le nombre de lignes, je crois, ici. Hop, ouais, voilà, bon, c'est un par un, donc on va pas s'amuser à compter les lignes, mais ouais, voilà, il doit y avoir une cinquantaine de lignes, quoi. C'est très rapide. Alors, je vais peut-être un petit peu annoter le code avant de le publier pour que vous vous rappeliez un petit peu de ce qu'on a vu. Mais voilà, l'idée c'est que là c'est suffisant pour créer un pipeline de A à Z. Je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré, peut-être une petite demi-heure. Mais bon, vous voyez, là au moins vous avez toutes les cartes en main. Dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 4 de ce cours, on voit ensemble comment du coup évaluer vos modèles. On voit ensemble le score AUC, toutes ces sortes de choses. Pourquoi est-ce que l'accuracy c'est pas forcément bien pour ce genre de modèle. Bon, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker et vous abonner. À la prochaine.